je suis l'amiral turc et je suis un pur Toulonnais puisque je suis né le 5 juin 1923 à Saint-Jean-du-Var, hein, et d'une famille entièrement toulonnaise puisque mon père était un fleuron à l'époque du rugby club toulonnais et ma marraine, sa sœur, était également une chanteuse bien connue, Madame André Turcy, voilà. Alors, je me suis, par la suite, j'ai fait des études aussi, à Marseille notamment, et j'ai été reçu à l'École navale en 1942. Alors là, mon père m'a conseillé en me disant « mais si tu restes en France, là, étant donné le climat qu'il y avait en fin 42, tu risques d'être enfermé là, dans des tâches qui seront celles d'un pays envahi, hein, quoi, c'est évident. Alors, il vaut peut-être mieux aller. » Et je suis allé en Afrique du Nord, où j'ai eu la chance, si je puis dire, d'arriver après le débarquement américain et d'arriver juste au moment de l'ouverture d'une annexe de l'école navale, puisque nous étions à l'origine pas beaucoup, mais 24 à être dans mon cas, reçus, mais bon. Et voilà, je suis sorti de l'école navale donc en 1944, ce qui m'a permis de participer à tous ces épisodes extrêmement importants pour la libération de la France. Alors ça a duré une année à Alger, et ce qui fait qu'en début 1944, je me suis trouvé disponible et j'ai embarqué, comme on me l'avait conseillé, sur un gros bâtiment, parce que c'était mieux que de choisir des trucs tranquilles, là. Et j'ai choisi le Georges Legge, qui était à ce moment-là à Dakar, et qui faisait une guerre qui a été un peu oubliée, mais c'était celle qu'on appelait la guerre des blockade runners, c'est-à-dire que nos amis allemands qui avaient besoin de matières premières, ils faisaient venir du caoutchouc et du cuivre du Japon, parce qu'ils n'en avaient plus. Alors, ils faisaient venir ça par des cargos rapides, les runners, et ces cargos étaient armés, et voilà. Et le but des croiseurs, aussi bien anglais que français, c'était de les intercepter. Et alors, pendant que nous étions en train de faire ces patrouilles là, pour les blockade runners, vers le 20 février ou quelque chose comme ça, on a reçu l'ordre brutal, on était à la mer, les deux bateaux, le Montcalm et le Georges Legge, on a reçu l'ordre de remonter vers le nord. On ne savait pas trop pourquoi, mais enfin on nous avait laissé entendre que c'était quand même quelque chose d'important. Alors on est allé à Oran, et là ça prenait encore plus d'ampleur, parce que on a rencontré l'amiral Lemonnier, là, qui était chef d'état-major de la marine quand même. Ça nous a laissé penser que c'était plus sérieux qu'on avait pensé. Effectivement, à quelques jours de là, on est parti vers l'Angleterre, par un temps épouvantable d'ailleurs, comme d'habitude. Et ensuite, on est resté à Scapa Flow, qui est le recueil de toute la Royal Navy. Et on est resté là pour faire de l'entraînement avec les... Assez curieusement d'ailleurs, on a fait... pendant cette période, un simulacre de débarquement en Irlande, dans un petit coin qui se trouve près de Newcastle, mais Newcastle en Irlande, et qui est la réplique d'Omaha Beach, avec les mêmes falaises. Alors la suite, on ne savait pas trop, nous, parce que, assez curieusement, on était dans le secret
assez complet. On se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais où, hein? Alors on est allé à Belfast, et avec les 2 croiseurs, on est resté à Belfast jusqu'au début du mois de juin, quoi, c'est ça. Et là, on nous a apporté une documentation invraisemblable, des caisses, des trucs. Et on a même reçu un truc en balmousse de la zone de débarquement qu'on ne connaissait pas, là, bon, et sur laquelle il y avait des renseignements qui étaient des renseignements de la veille, pratiquement. Ça qui n'était pas tous très rassurants, d'ailleurs. Bon. Et voilà. Alors, mais après ça, on a été consigné, bien sûr, puisqu'on avait tous les renseignements. Et on a appareillé le 3 juin. Et alors là, dès la sortie de la baie de Belfast, on est tombé sur un monde de bâtiments divers et tout, et qui circulait en plus tout feu éteint, puisque tout feu éteint et sans aucune liaison, puisqu'il fallait bien conserver le secret. Alors on devait tous se retrouver progressivement au sud de l'île de White, qui était un point Zoulou, comme toujours, de manière à descendre sur la Normandie. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, mais avec quand même un petit bémol, c'est que quand on est arrivé le 5 juin à l'île de White, là, hein, il s'est trouvé que la météo était encore tellement mauvaise que le général Eisenhower a décidé de tout remettre à 24 heures. C'est ce qu'on a fait. Alors, moi, je me suis dit, là, ça va faire une belle pagaille, hein, parce qu'il y avait au moins 1500 bateaux, là. Et puis non, tout le monde a appliqué son truc, il faisait un temps de cochon, et le lendemain, ben, le 6 juin, on s'est retrouvé exactement au même endroit. Alors, au même endroit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons pris un chenal très étroit, parce que c'est bien gentil d'aller vers les côtes normandes, mais les dragueurs étaient passés avant nous, parce que nos amis allemands, là, en général, ils mettaient un certain nombre de choses. Bon, alors on a suivi tout ça, et vers 3 heures du matin, on est arrivé devant Port-en-Bessin et devant Omaha Beach. Alors à ce moment-là, on a commencé à tirer comme des furieux sur tous les points qui avaient été repérés par avance, quoi, pour faciliter le débarquement. Et puis à 5h30, et ça c'est impressionnant dans les débarquements, enfin moi j'en ai fait 2, silence total, puisqu'on ne peut pas tirer sur les endroits où les gens vont débarquer. Alors, vous savez, hein, ça fait un barnum épouvantable, hein, quitte à mettre des boules qui ess, et puis d'un seul coup, piou, plus rien. Bon, et là, les gens ont commencé à s'approcher. Alors là, ça a été, à Omaha Beach, ça a été épouvantable. Épouvantable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait les fameux tétraèdres de Rommel, là, enfin, il y avait toute une falaise d'obstruction, et le génie américain, qui est quand même remarquable, ils avaient dit « ouais, mais ça c'est rien, les obstructions, c'est tellement rien que il y avait juste un passage en entonnoir pour faire rentrer quelques bateaux. » Alors les quelques bateaux, là, qui sont arrivés jusqu'à la côte, en plus, ils n'avaient aucun support de chars et de blindés, parce que les chars, alors là, on les a vus arriver, ils ont tous coulé pratiquement. Et il n'y avait aucun blindé, rien du tout. Ce qui fait que, imaginez quand même à 6 heures du matin, là, sur la plage, des gens qui arrivent pratiquement tout nus, hein, avec en face, dans la falaise, des gars qui sont bien au chaud, là, avec leurs petits fusils. Ça a été un carnage. Un carnage. Et on voyait très bien, d'ailleurs. C'était épouvantable, parce que à midi, je m'en souviens comme si c'était hier, d'ailleurs, on nous a demandé de tirer sur la côte.
on nous a demandé de tirer à la base des falaises parce que les gars n'arrivaient pas à avancer, quoi. Alors, évidemment, l'amiral Jojard a dit « Non, mais c'est bien gentil, les gars, ils débarquent mal, tout ça. Si en plus on tire dessus, hein, c'est pas très élégant. » Et l'amiral Bryant, je m'en souviens, a dit « C'est très bien tout ça, mais actuellement, il y a déjà, à midi, 2500 morts américains sur la plage. » Alors, 2500 morts, je vais vous dire que ça fait largement autant de blessés, hein, qui étaient tous en morceaux, hein. Alors voilà, alors on a tiré sur la plage, et puis finalement, bon, le génie s'est quand même débrouillé pour écarter un peu les obstructions, et en plus, pour faire un canyon, pour que les fantassins puissent monter sur le sommet des falaises, qui était le but, hein. Et ça s'est passé dans la nuit, entre le 6 et 7, ce qui fait que le 7... Alors, que dire de plus? Moi, je suis allé, c'était des idées de l'amiral Jojard, c'est toujours, le 8 au matin, il a dit, je vais envoyer un petit commando, hein, comme il en avait le droit, pour voir un peu ce qui se passe, et puis surtout envoyer également une équipe médicale, on ne sait jamais, en fait, ça s'est révélé important. Et moi qui avais 20 ans, hein, tout rond, j'ai dit à moi la bonne soupe, parce que j'y croyais. Et je suis allé à terre à ce moment-là. Je dois dire que, bon, je ne vais pas insister, mais c'est vraiment un des plus mauvais souvenirs de ma vie. Les 2500 gars, on en avait retiré quelques-uns, mais pas tous. Ce qui fait que pour aller jusqu'à Colville, il a fallu enjamber tout ça. Et à la montée vers Colville, il y avait les blessés. Les blessés, les Américains, qui sont quand même très armés, avaient ramassé les plus graves, quoi. Mais les autres, ils étaient là en train de brailler, parce que les morts, ça dit rien, mais les blessés, ça voilà. Alors, à la suite de ça, on est rentré à bord pour rendre compte de tout ce qui s'était passé. Et puis à ce moment-là, on a appris que la ville de Port-en-Bessin venait d'être occupée par le 47e squadron, je m'en souviens, des Royal Marine Corps. Et l'amiral Jojard a décidé, le 9 au matin, alors, d'envoyer encore une équipe, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, tout simplement pour venir dire vous êtes tous gentils, mais nous on est français, on est là, quoi. Il n'y a pas c'était. Alors, ça a été folklorique, parce que moi j'avais un rôle qui était pas drôle. C'est l'amiral Jojard, qui était futé, bien sûr, m'avait dit, bon, on va mettre un grand drapeau, hein, sur l'église, on va mettre un drapeau énorme, le numéro 11, je crois, c'est le plus grand. Bon, et seulement, ce drapeau, on ne va pas arriver comme ça au milieu des Royal Marine Corps, hein, en disant, on met le drapeau, les gars, ils vont se fâcher. Alors, il m'avait dit, vous allez trouver le patron, et puis vous lui dites, quoi, on va faire ça, on est chez nous, après tout ça. Ça s'est pas passé aussi simplement. Je suis allé voir le capitaine Clisson, qui était le patron. Je dois dire que la première fois, il ne m'a pas foutu dehors, mais c'était pas loin, hein, parce que le Royal Marine Corps, ils avaient des pénantes et ils voulaient mettre leur petit pavillon sur l'église. Comment je suis arrivé en disant, bah ouais, gentil, mais enfin, puis finalement, il a réfléchi et il m'a dit, bon, mais ça va. Ils ont même enlevé leur pénante et on a mis ce drapeau. Après ces exploits-là, on est retourné en Angleterre au bout d'une quinzaine de jours. Et bon,
Entre-temps, on avait bien vu tomber quelques bombes là, téléguidées. Et bon, nous sommes allés à Milford Haven, encore 8 jours. Et au bout de 8 jours, on a reçu l'ordre de redescendre en Méditerranée. Alors, on est redescendu à Oran, bien sûr. Alors, ça devait être, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin là, on était déjà rendu pas loin du 1er juillet. Hein, et on est resté à Oran, d'abord pour retaper un peu le bateau, parce que quand même, on n'avait pas été touché. Hein, on a vu tomber pas mal de choses. Un croiseur, hein, c'est quand même pas une barcasse. Bon, mais on n'a pas eu vraiment de pertes là. Et bon, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire vers la moitié du mois le début du mois d'août, là, nous sommes partis encore, les 2 croiseurs, nous sommes partis vers Tarente pour faire autre chose. On ne savait pas trop quoi, mais enfin bon. Et là, à Tarente, dans la Mare Piccola, c'est-à-dire à Tarente, on a retrouvé les 2 tiers de ce qui restait de la flotte française, c'est-à-dire tous les bateaux disponibles, et nous aussi. Et là, du coup, on nous a expliqué à peu près tout ce qui allait se passer. L'amiral Jaugeard nous a expliqué le débarquement, comment il allait se passer, quel serait notre rôle, ce qui était tout à fait l'antithèse de la Normandie, où pratiquement la veille, on a eu des renseignements. Là, on savait où on allait aller et tout. Bon. Et puis, effectivement, le 12 ou 13 juin, je ne me souviens pas, on a appareillé assez mollement, d'ailleurs, avec beaucoup de transports, notamment pour les commandos d'Afrique. Bon, voilà. Et on a fait route en ce qui nous concerne, on a fait route vers la Nartelle. C'est-à-dire, vous savez que tout le monde le sait pratiquement, il y a eu 4 plages de débarquement, dont la Nartelle, qui était la plage de Sainte-Maxime. Et avec le Montcalm, on avait là encore reçu l'ordre d'être le support au canon de la plage de la Nartelle. Alors là, on est arrivé vers 6 heures, le débarquement avait lieu à 8 heures. Et les mauvaises langues, puisque nous on avait fait les 2, disaient que c'était à 8 heures parce qu'on était dans le midi, parce qu'en Normandie c'était à 5h30. Mais enfin ça. Bon, et on a commencé à 6 heures. Le but était de démolir le grand mur de protection de la plage de la Nartelle. On savait qu'il y avait un mur, mais on ne savait pas qu'il était si important que ça. Enfin, nous, on ne le savait pas. Peut-être que... Alors, on a tiré sur le mur en question, et le mur, il s'est défendu très largement, ce qui fait que, à 8 heures, quand les Américains ont fait passer les Bangalore, ce qu'on appelle ce dernier truc qui permet de faire sauter des mines, s'il y en a, là, c'est une espèce de char à bande, mais ils passent aux endroits du débarquement, c'est ça, ils sont passés. Seulement après, les gars qui débarquaient, ils se sont trouvés là aussi devant un entonnoir, mais à terre, parce que la paroi était un peu ébréchée, était abîmée, mais enfin, c'était quand même pas, c'était pas le cours Lafayette, hein. Alors, le résultat, c'est que, là encore, l'amiral Jaugeard a eu une idée, parce que chaque fois, il était bouillant. Moi, j'aimais beaucoup ce chef-là, que j'ai bien connu après. Et il a dit, ben voilà, je vais envoyer une embarcation pour voir s'il n'y a pas une autre plage, quoi. Bon. Alors, bien entendu, moi, je suis arrivé comme un grand, et on est allé avec une embarcation faire un peu la tournée des plages dans l'est,
parce qu'on avait l'impression que c'était calme, quoi. La Nartel, c'était quand même assez mauvais comme approche, tandis que là, ça paraissait plus calme. Alors effectivement, on est passé tout près de la plage de Bougnon qu'on nous avait signalé, et qui s'appelle en fait la plage des éléphants. Bon, on ne le savait pas, nous, c'était la carte d'état-major. Alors là, on est passé 2 fois. On s'est fait tirer dessus, mais enfin, j'étais vraiment pas très très méchant. Et puis, mon ami Cartier-Bresson, qui commandait cette équipe, a dit, moi, il en a marre, on y va. On est allé sur la plage. Et comme je l'ai déjà raconté, les sept gars qui étaient sur la plage, qui étaient en uniforme allemand, quoi, mais qui étaient sans doute, je pense, des Arméniens ou des gars qui avaient été un peu enrôlés de force, comme le faisaient les Allemands. Quand ils nous ont vus arriver, ils ont cru qu'on n'était pas tout seuls, parce que, bon, ils se sont barrés. Et voilà, alors on est rentré à bord, et finalement, notre plage, là, des éléphants, elle a servi presque tout de suite pour les unités médicales, quoi, tandis que les autres, bon, le génie était venu, on faisait sauter le mur de la Nartel, et puis voilà, quoi. Bon, pour nous, ça a été pratiquement terminé à ce moment-là. Et après, alors, on est resté dans le coin pour, encore une fois, tirer quelques coups de canon pour les gens qui à terre, nous réclamaient un appui. Bon, enfin, c'était quand même pas... Parce qu'il y avait quand même l'aviation aussi qui a saupoudré tous les endroits qui gênaient la progression de la première armée, puisqu'on a quand même débarqué de l'ordre de 230 000 gars, hein, puisque, si vous voulez, c'est dans l'esprit des Américains qui avaient fixé le cadre. La Normandie, c'était eux, surtout pas de Français, hein, pouf, allez. Mais après, il fallait que le débarquement d'après, ça soit français. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, ils nous ont donné un coup de main, c'est évident, puisque c'est eux qui ont assuré le débarquement à proprement parler, puisque nous, on n'avait pas forcément toute la... Mais après, c'est les fantassins, les 230 000, hein, c'était des Français un peu colorés, hein, un peu colorés pour la plupart, parce qu'ils venaient d'Afrique du Nord. Hein. À Toulon, à cette époque, si vous voulez, la situation était mauvaise, en ce sens que, bon, les troupes de la première armée arrivée, ils étaient déjà presque rendus à La Valette le 20 août. Hein. Mais, si vous voulez, dans l'arsenal et dans l'environnement de l'arsenal, il y avait encore 5000 gars. Et 5000 gars qui étaient pas des enfants de cœur, hein. C'était des Waffen-SS, des méchants et tout. Hein. Bon. Et ceux-là, on n'arrivait pas à les réduire. Alors, ce qui fait que la première armée était quasiment bloquée à La Valette, quoi. C'est bien, mais enfin, de là à risquer des gars, alors, se faire découper en tranches, quand même. Alors, on a fait, les avions, avait essayé de les avoir, notamment un de nos avions qui, en plus, a été descendu. Mais ils n'avaient pas réussi. Ils n'avaient pas réussi. Le résultat, c'est qu'on nous a envoyé le 20 août, alors par un temps superbe, pour tirer sur des points précis de l'arsenal pour essayer de débloquer la situation. Alors nous avons été envoyés à 3 croiseurs, là, dans la baie, là, ici, là, devant, là, comme ça, pour tourner en rond. Et il y avait là un Américain avec nous pour la forme. Le Quincy, qui était le croiseur américain, bon, on l'a laissé dehors par quand même. Et c'est le Montcalm qui s'est présenté d'abord et qui a été pris sous le feu de la batterie de Saint-Elme, là.
mais qui n'a pas été touché, qui a été vraiment encadré. Hein. Et par contre, alors il a cédé sa place. Ben, nous, on faisait la Noria. Et nous, quand on s'est présenté, le Georges Legge, alors là, on s'est fait vraiment tirer dessus par Saint-Elme. C'est-à-dire qu'ils nous ont encadrés tout de suite. Et là, ils nous ont, la deuxième salve, ils nous ont arraché les aériens, un petit bout de la cheminée. Et là, je crois que j'ai eu une des plus belles peurs de ma vie, parce que j'étais toujours avec Downing, mon alter ego, et on était dans le télépointeur, et quand la salve est arrivée pour arracher les aériens, elle était passée à peu près 10 mètres derrière nous, peut-être pas, mais moins. Alors, comme on voyait partir les salves et qu'on en avait vu partir une autre, on s'est dit, bon, ça y est, c'est terminé. Downing s'était signé, d'ailleurs, bon, chrétien, très bien. Et en fait, je sais pas, on faisait des évasives, on avait forcé en vitesse, et on a été touché sur l'arrière. Mais assez sérieusement, il y a eu 16 blessés, dont 5 très sérieux. Et puis le feu avait pris près d'une soute à munitions de 40. Et là, comme toujours, il y a un petit gars qui s'est précipité puis qui a réussi à éteindre. Et il est mort. Voilà, je l'ai déjà raconté en d'autres temps. Et ça a été la fin de notre... Voilà.